Depuis 3 ans maintenant, au moins un cas de viol sur un enfant est signalé dans l'une des régions du pays. Pour cette année 2019, plusieurs cas de viol sur mineurs ont été enregistrés. Une marche a été organisée devant le palais de justice pour que cette pratique cesse. Et puis les Kenyans se tournent vers l'ONU pour obtenir réparation d'abus coloniaux. Ils se sont fait expulser il y a plus de 80 ans par les colons britanniques. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Plus de 80 000 enseignants et personnels administratifs du privé laïque bientôt formés à l'ENS. Ils vont apprendre la pédagogie et le fonctionnement de l'administration scolaire en vue de meilleurs résultats. Binto Pekeli. Signature, échange de parapheurs. C'est le début d'un partenariat entre l'École normale supérieure et le Cinéplaci, syndicat national des enseignants et des personnels du privé laïque de Côte d'Ivoire. Sur la période 2019-2028, l'ENS s'engage à former 80 000 enseignants du privé laïque aux normes des enseignants du public. Un accord qui réjouit les enseignants et les personnels administratifs du privé laïque. Je n'ai pas suivi de formation d'éducateur en tant que tel, je l'ai appris sur l'État. Ce protocole d'accord de signature qui vient d'être signé va nous permettre aussi de mieux encadrer nos enfants, de mieux les éduquer. Parce que, comme vous le savez, quelqu'un qui n'est pas bien formé devient un danger. J'ai commencé à enseigner avec une maîtrise en philosophie. À mes débuts, j'avais beaucoup de difficultés. On allait auprès de nos camarades sortis de l'ENS pour vraiment se former. Mais il faut dire que ce n'était pas facile. Aujourd'hui que l'ENS nous tend cette pêche, vraiment c'est une grande joie pour nous. Et nous serons nombreux à participer à cette formation. Le Cinéplaci souhaite mettre à niveau ses membres, tous des autodidactes. Et aujourd'hui, selon les statistiques de l'institution Newman, à Abidjan, 95% des établissements scolaires sont des établissements privés. À l'intérieur, 85%. Pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes les plus nombreux. Mais malheureusement, nous ne sommes pas formés par l'ENS. Nous sommes, comme on dirait, des autodidactes. Nous faisons de bons résultats, mais ça ne suffit pas. Il y a un référentiel national et nous voulons ce référentiel aussi pour nos camarades. Pour la première année, l'ENS formera 8100 enseignants et 612 personnels administratifs du privé laïque selon leur disponibilité. La période de formation est relativement relaxe, parce que ce sont des enseignants qui sont déjà en poste. Donc il faut les programmer en fonction des congés universitaires ou les congés académiques. Nous avons donc décidé de relever un défi. Peu importe la somme que ça va nous coûter, ou peu importe le sacrifice que ça va coûter à l'ENS, de relever un défi et d'accompagner nos collègues du privé pour leur permettre aussi de bien encadrer, mais toute formation a un coût et ils doivent sacrifier un pan de leur salaire pour pouvoir avoir la formation. Le protocole d'accord de coopération portant sur la formation pédagogique et administrative entre l'ENS et le Cinéplaci vise à produire des enseignants de qualité pour le privé. La formation se fera à Abidjan et à l'intérieur du pays par des enseignants de l'ENS. Depuis le 21 septembre, les commerçants de la commune de Saint-Fra dans le centre-ouest du pays, dans la région de la Maraoué, vendent leurs marchandises devant leurs portes ou dans la rue. Le marché de la ville a été ravagé par un incendie. Grâce au fonds de prêt aux collectivités locales, un nouveau marché est en construction et sera bientôt livré. Les travaux vont coûter 160 millions de francs CFA. La fin des travaux est prévue pour la fin de l'année. Soro Corona. Depuis le 21 septembre 2016, la commune de Saint-Fra n'a plus de marché central. Marché ravagé par un incendie. Une situation qui plonge les commerçants dans de nombreuses difficultés. Baisse drastique des chiffres d'affaires, manque d'espace pour exercer le métier du commerçant, dispersion des commerçants à travers la ville. À la pluie, on est obligé de rentrer à la maison parce qu'on ne peut pas s'asseoir là. Même si mon petit poisson n'est pas fini, je suis obligé de rentrer à la maison. Et le lendemain, je paie. L'activité, ça a ralenti. Voilà, même la rentrée, il y a des parents qui sont dans le marché. La rentrée, les gars viennent acheter les livres, les trucs, fournitures avec nous sans problème. Mais vu
la situation qu'elle a, bon, ça fait qu'il y a d'autres même qui sont obligés de payer un peu. Aujourd'hui, le seul souhait des commerçants de la commune de Saint-Infra, retrouver la bonne santé de leurs activités. Ce qui peut dire aux autorités de Saint-Infra, il n'aura pas ça à cause dans les marchés là, rapidement, puis c'est 2 mois, 3 mois, pour trouver une solution pour que les gars puissent venir s'installer, voilà, pour que les choses avancent. Le vœu de ces opérateurs économiques est en passe de trouver une solution appropriée. Depuis le 21 août dernier, les travaux de construction du marché central ont été lancés. Projet financé par le Fonds des prêts aux collectivités locales à hauteur de 160 millions de francs CFA. Avant la fin des travaux, le maire Diop Adama appelle les commerçants à la patience. On va demander d'être tolérants. Une commission va se réunir avec eux pour attribuer les boutiques. Et je pense que ceux qui étaient sur le site brûlé seront prioritaires. Les travaux de construction du nouveau marché central de Saint-Infra prendront fin en décembre prochain. Une infrastructure qui viendra soulager les nombreux commerçants pour mener à bien les activités. Un mot de religion, célébration du centenaire de la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro. Le clergé du diocèse de Yamoussoukro a effectué le déplacement. Une fois encore, les fidèles ont été exhortés à être des chrétiens engagés. 1916-2019, 103 ans que la graine de l'évangélisation a été plantée dans la région du Nzi. La paroisse catholique Saint-Joseph de Dimbokro marque une pause et rend grâce à Dieu. Dans son homélie, Monseigneur Alexis Touabli, évêque du diocèse d'Abbeville, a invité les fidèles à être des chrétiens engagés. Après 100 ans de marche, paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph de Dimbokro, passez à la vitesse supérieure. Soyez ardents, engagés, zélés même. Dans l'allégresse et la joie nourrie de l'Eucharistie, ils sont venus de toutes les villes de la Côte d'Ivoire pour célébrer ces noces d'eau. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous inspirer du chemin des dévanciers, ceux qui ont tracé les sillons de l'espérance. Et en tant que fils de la région du Nzi, avec la grande espérance que nous avons eue avec la visite du chef de l'État, il nous appartient de reprendre le flambeau pour construire une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire d'amour et de tolérance. Pour célébrer ces 103 ans, une maison du centenaire bientôt construite. Les travaux à hauteur de 40 millions de francs CFA seront pris en charge par le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé le ministre Paulin Daou. Une action saluée par tous, à laquelle s'ajoutent 5 millions de francs CFA offerts par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en guise de soutien. Sachez que les cas de viol sur mineurs sont de plus en plus récurrents en Côte d'Ivoire et selon l'UNICEF, sur 81% de viols, les victimes sont des mineurs et les règlements se font souvent à l'amiable, d'où la recrudescence de cette pratique. Une association de femmes a donc décidé de briser la glace. Elle interpelle politiques, parents à prendre à bras le corps ce problème. Nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Et puis des Kenyans se tournent vers l'ONU pour obtenir réparation d'abus coloniaux. Les Kipsigis et les Talais sont originaires de Kericho, ville située dans la vallée du Rift au Kenya, et considérée comme la capitale du thé, mais ils se sont fait expulser il y a plus de 80 ans maintenant par les colons britanniques. Aujourd'hui, ils ont déposé un recours auprès des Nations Unies pour faire valoir leurs droits. Kibor Chériot n'avait que 10 ans lorsque les colons britanniques ont violemment expulsé sa famille de leur terre ancestrale dans la vallée du Rift, le pays du thé au Kenya. Près d'un siècle plus tard, le dernier survivant de la déportation de 1934 est venu vivre à Kericho avec sa famille élargie. À 94 ans, la douleur est toujours aussi vive. Il se souvient très bien des terres inhospitalières où ils ont dû s'installer. La région était infestée de serpents venimeux et d'autres insectes. Quand vous vous faisiez mordre, votre corps enflait à cause du venin ou du poison. Les expropriations des terres par les colons britanniques ont débuté avec le XXe siècle et se sont poursuivies jusqu'à l'indépendance du Kenya en 1963. Aujourd'hui, Kericho possède certaines des terres agricoles les plus rentables du pays. Mais les ethnies qui y vivent, les Kipsigis et les Talaïs, affirment ne rien en retirer. Dans le Rift, la terre appartient en grande partie à des multinationales.
Les personnes qui ont été chassées de ce sol sont membres de la communauté Kipsigis. Et en fait, les actionnaires actuels au Royaume-Uni sont les seuls à tirer des bénéfices du produit de la vente qui est planté sur notre sol. Tout au long de la colonisation, les peuples chassés de leurs terres ont été rassemblés dans des réserves indigènes, terres marginalisées aux conditions de vie difficiles. Les avocats des victimes avancent qu'en droit international, le Royaume-Uni était responsable des atrocités commises à l'encontre des Kipsigis et les Talaïs. Ils veulent des excuses officielles et un dédommagement de la saisie de leurs biens, une terre qui a été prise de force. Je suis tellement en colère parce qu'on était très riches. Je veux que les Britanniques s'excusent pour qu'on puisse être amis et se prendre enfin dans les bras. Des avocats britanniques et kenyans se rendent à Kirisha cette semaine. Ils représentent plus de 100 000 victimes qui ont officiellement porté plainte contre le Royaume-Uni aux Nations Unies. Récemment, la Grande-Bretagne a été confrontée à une série de demandes d'indemnisation émanant d'anciennes colonies, notamment le Kenya. En 2013, le pays a formulé des excuses officielles et versé des dédommagements financiers aux victimes de la répression du soulèvement des Mau Mau au Kenya dans les années 50. Sachez que le chef d'état-major de l'armée algérienne a écarté aujourd'hui toute libération de manifestants détenus pour avoir porté des drapeaux berbères invoquant l'indépendance de la justice au 4e jour d'une grève inédite des magistrats contre la mainmise du pouvoir exécutif. Depuis juin, des dizaines de manifestants ont été placés en détention préventive pour avoir contrevenu à l'interdiction édictée par le général Ahmed Gaïd Salah de porter tout autre drapeau que l'emblème national dans les manifestations hebdomadaires contre le régime dont l'Algérie est le théâtre depuis le 22 février dernier. Et puis aucune disposition légale n'interdit le port d'un emblème amazigh, c'est-à-dire berbère, mais le parquet a inculpé ces manifestants d'atteinte à l'intégrité du territoire national et ou de profanation ou dégradation de l'emblème national, infraction passible de 10 ans de prison en Algérie. Et pour finir, le gouvernement d'Abdel Mahdi est sur la sellette en Irak alors que la contestation qui a fait plus de 250 morts et 8000 blessés se poursuit dans le pays. Les deux responsables chiites, Moqtada al-Sadr et Hadi al-Ameri, ont annoncé qu'ils allaient travailler ensemble à retirer la confiance du gouvernement. Le sort du Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi est aujourd'hui entre les mains de ses partenaires au Parlement qui négocie sa démission alors que la rue réclame toujours la chute du régime après 240 morts dans des manifestations et violences. Massés sur la place Tahrir à Bagdad et dans différentes villes du sud du pays, les manifestants ont bravé le couvre-feu ces 2 dernières nuits, prévenant qu'ils n'accepteront rien de moins que le départ de tous les responsables. Dans la nuit, le chef des paramilitaires de H. al-Shaabi au Parlement, Hadi al-Ameri, qui avait jusque-là soutenu Abdel Mahdi, a dit accepter de travailler avec l'influent leader chiite Moqtada Sadr, qui réclame depuis début octobre la démission d'un gouvernement qu'il avait aidé à former il y a 1 an. Depuis le début du mouvement, le 1er octobre, les manifestants irakiens n'ont cessé de répéter qu'ils refusaient toute récupération politique. Pour eux, la chute du gouvernement ne suffit pas. Il faut renouveler la totalité de la classe politique arrivée au pouvoir à la chute de Saddam Hussein en 2003 et inchangée depuis. Ils veulent, disent-ils, en finir avec le compliqué système de répartition des postes par confession ou par ethnie, rongé par le clientélisme qui tient toujours à l'écart les jeunes pourtant majoritaires dans la population. Pour eux, enfin, il faut une nouvelle constitution et surtout que les gros poissons de la corruption rendent l'équivalent de 2 fois le PIB de l'Irak, 2e producteur de l'OPEP, une somme évaporée depuis 2003 dans un pays présenté comme l'un des plus corrompus au monde. La démission ou le limogeage de Abdel Mahdi serait vu comme un tournant par les manifestants selon Maria Fantapi du Centre de réflexion internationale Crisis Group. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.